Kant au cœur des Lumières. Emmanuel Kant naît en 1724 à Königsberg, alors capitale du duché de Prusse, devenu depuis 1945 Kaliningrad en Russie. Sa famille est très modeste, son père exerce le métier de sellier, sa mère est très engagée religieusement dans le mouvement piétiste, une branche radicale du luthéranisme. Il est le quatrième de 11 enfants. Il ne quittera guère la ville de Königsberg. À 16 ans, il entre à l'université pour y étudier la théologie, mais il s'intéresse aussi à la physique et à l'astronomie, dont il prévoit qu'une meilleure connaissance conduirait à une meilleure compréhension de la nature de l'homme. L'astronomie l'invite d'ores et déjà à une révision des preuves classiques de l'existence de Dieu. Il enseigne la théologie et l'anthropologie sous différents statuts avant d'obtenir une chaire officielle à l'université de Königsberg. En 1781, il publie son ouvrage majeur Critique de la raison pure. En 1786, il devient membre de l'Académie royale des sciences et des lettres de Berlin. Il a donc 42 ans. Le reste de son existence, jusqu'à sa mort à 80 ans, est essentiellement ponctué par la publication de ses livres. Les trois critiques, la raison pure, la raison pratique, la faculté de juger, qui se complètent par une quatrième critique intitulée La religion dans les limites de la simple raison, lui valent d'être considéré comme le fondateur du criticisme. On parle aussi de l'idéalisme allemand. Alors que ses premières œuvres sont volumineuses, labyrinthiques et d'un style assez obscur, ces dernières prennent souvent la forme d'opuscules, voire d'articles, écrits dans un langage très clair. La religion dans les limites de la simple raison qui, comme le titre l'indique, est une approche rationaliste de la religion, rencontre un succès de scandale. Kant reçoit l'ordre du roi de Prusse Frédéric Guillaume II de ne plus publier sous peine de perdre son statut de professeur d'université. Emmanuel Kant se conformera à cet ordre. La mort du souverain lui restituera sa liberté d'expression. Lui-même s'éteint en 1804 à près de 80 ans. Du seul point de vue de la philosophie politique, Kant est peut-être important, mais ce n'est pas un auteur majeur. Cependant, un numéro hors série du magazine Le Point qui lui est consacré annonce en sous-titre qu'il est urgent de le lire, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, et mentionne qu'il a révolutionné la philosophie. C'est tout à fait exact. En tant qu'il parle de philosophie politique, Kant reprend surtout ses prédécesseurs David Hume et Jean-Jacques Rousseau, sans les rénover fondamentalement. Mais c'est la philosophie générale qu'il rénove,
et par contre-coup, sa philosophie politique sans raison. Elle ne manque pas d'ailleurs en elle-même d'intuitions saisissantes, quand ce ne sont pas des intuitions prophétiques. Avant donc de l'aborder, il convient de s'intéresser à son apport à la théorie de la connaissance, qui est la préoccupation centrale de toute la philosophie des Lumières en Europe au XVIIIe siècle. La philosophie générale de Kant, dont nous allons dire quelques mots, est en réalité très complexe, mais, in fine, elle peut se ramener à trois questions essentielles, suivies d'une quatrième qu'il pose plus tard. Premièrement, qu'est-ce que je puisse savoir? Deuxièmement, que dois-je faire? Troisièmement, que m'est-il permis d'espérer? Quatrièmement, qu'est-ce que l'homme? La dernière de ces questions introduit à sa philosophie politique. Si vous tentez de lire Critique de la raison pure, vous y trouverez toutes sortes d'expressions difficiles à comprendre, et il sera encore plus difficile de comprendre comment ces concepts s'articulent entre eux pour former la philosophie de Kant en ce qu'elle a de novateur et de révolutionnaire. Qu'importe, il suffit de retenir que le socle de cette philosophie est la critique de la raison pure, les trois autres critiques en dérivent, et surtout de retenir que sa philosophie politique, qui, elle, à proprement parler, n'est pas d'une extraordinaire originalité, dérive à son tour des quatre critiques.